Non, Meldonia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour une analyse d'épisode de la série Les Anneaux de Pouvoir avec l'épisode 5. Épisode 5 qui a pas mal divisé, notamment moi. J'ai pas mal changé d'avis concernant la série. Merci WhatsApp pour le sub. Ouh. Épisode 5 qui m'a pas mal énervé, surtout sur la fin. Enfin bref, l'épisode ne m'a pas laissé indifférent comparé aux autres. Mais malheureusement, c'est indifférent. Pas indifférent, mais dans le mauvais sens. Bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez être au courant des autres analyses que je fais, qui sortent tous les lundis. Ainsi que lâcher un commentaire pour me donner votre avis sur cet épisode. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi ça m'intéresse de savoir pour qu'on puisse en discuter. Ah, bien sûr, lâcher un pouce, machin, enfin bref, faire tout ce qu'il faut pour que la chaîne grossisse, YOLO. Et n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Twitch, bien entendu, le Twitch, on dit bonjour au YouTube. Et bien me suivre sur les autres réseaux, le Discord bien entendu, l'Instagram et le Twitter, là où je suis très actif. Et encore une fois, ceux qui ont débarqué du TikTok, bienvenue sur la chaîne YouTube, et sinon ceux qui débarquent sur TikTok depuis YouTube, bienvenue sur le TikTok, parce que vous êtes quand même 100 000 là-bas, c'est absolument dingue. Enfin bref. Du coup, comme à chaque fois, on va commencer par une partie spoil et une partie no spoil. J'arrive jamais à le faire ça. Une partie no spoil et une partie spoil. Alors pour la partie no spoil, je vais vous donner mon avis que j'avais balancé sur Twitter, qui était mon avis à chaud, sans spoil. Alors moi, ce que j'ai dit vendredi matin, hein, c'était à chaud. Hein. Dialogue chiant, tout est prévisible à l'exception de l'histoire de l'épée et des raisons de Gil-galad qui sont pétées. Galadriel m'a gonflé, elle m'a gonflé dans cet épisode. Halbrand que je vais surnommer Hoc et No. Enfin, oui et non. Un coup oui, un coup non. Isildur qui passe vraiment pour un imbécile dans cet épisode. C'est ce que j'ai ressenti. Elrond et Durin, comme d'habitude, j'apprécie vraiment leur relation, leur jeu, le jeu d'acteur, tout ça, bref. Eux, ils me plaisent beaucoup. L'arc des hommes du Sud m'a plu. Les hommes me plu, des hommes du Sud, ça se développe un peu de ce côté-là. On a des petites. On voit la division politique. Enfin, la division un peu dans la population, donc c'est assez intéressant. J'ai étonnamment aimé quand même l'arc Homme Mystère et Pied Velu, contrairement aux autres épisodes. Parce que je sais pas, il y avait une atmosphère qui me plaisait un peu plus, et l'Homme Météore était un peu plus développé. Par contre, c'est toujours trop beau. C'est cool que ce soit beau, hein, mais ça manque de vécu. On n'a pas les détails qu'on a dans la trilogie de Peter Jackson, à savoir qu'on ne sent pas, des bâtiments qui ont vieilli, ou du moins qui ont vécu, tout fait trop épuré. Même les bâtiments de Tir Arad, ou de Hostinidil, ça fait trop neuf. Même si tu sens qu'ils ont essayé de faire vieillir ça, mais ça fait beaucoup trop neuf. Bien sûr les costumes qui manquent cruellement de détails, et ne parlons pas des armures. Surtout pas de l'armure de la fin, parce que nom de Dieu, qu'est-ce qu'il y a comme truc à dire. Enfin, cet épisode m'a rendu un poil fou, je vous avoue. Mais j'ai encore quelques autres petites choses à dire. Bien sûr, au niveau du meilleur, bah, les visuels parviennent à soutenir le scénario, bien trop branlant. Quelques personnages intéressants, hein, Hadar, Durin, Pharazôn et Gil-galad, qui ont des petits développements assez intéressants. Mais bon, le rythme est toujours trop lent, et les épisodes construits dans l'optique du suivant, ce qui laisse un coup d'insatiété et de mécontentement. Le dessin des elfes lié au mithril, je vous demande pardon. Clairement pas, non. Espérons une manigance d'Anatar pour nous convaincre de ce choix scénaristique. L'intrigue de Númenor traîne en longueur. Ça ouais, et Isildur et ses amis, dont on en a un peu rien à foutre. Donc c'est un épisode bien trop lent, loin d'être satisfaisant à quelques épisodes de la fin quand même, il nous en reste 3. Tous ces mystères deviennent bien trop lourds, et on attend plus que le déroulement final et on attend beaucoup plus le déroulement final qui, je l'espère, rattrapera le rythme et certains choix scénaristiques discutables. Donc bon, là, on est vraiment plutôt sur la partie pas trop spoil quand même si je crois que j'ai parlé un petit peu du truc Mithril. Désolé. Give me the meat et give me the meat raw. Ça, c'était rigolo. Oui, ça, j'ai d'accord, ça, j'ai bien aimé. 5 épisodes pour qu'enfin il se barre de Númenor, MDR. Ouais.
c'est trop lisse, on tombe dans les séries typiques années américaines, des années américaines 2005, rien à voir avec la représentation plutôt sombre qu'on a fait Peter Jackson. Oui, c'est vrai qu'on a un côté vachement quand même étrangement sitcom. C'est léger, hein, mais il y a un peu ça. Mais ouais, cet épisode-là m'a rendu assez fou. Mais bon, maintenant on va passer à la partie spoil et de ce qui m'a fait péter un câble sur beaucoup de choses. On va commencer étape par étape, bien entendu. Le premier, si je me rappelle bien, l'épisode s'ouvrait avec justement Hadar qui était en train de regarder le soleil et en train de demander à un orc à cause de lui, qu'est-ce que tu ressens toi? Et Hadar qui est quand même en mode, bientôt vous ne ressentirez plus le soleil, vous inquiétez pas, vous serez bien, et moi c'est pareil, parce que ça fera du bien de ne plus ressentir sa chaleur. Quelque chose me dit, c'est un personnage quand même qui a pas mal vécu. Alors il y a toujours la théorie comme quoi ce serait peut-être Maglor. Mais bon, comme Maglor, on sait qu'il traîne en terre du milieu, normalement, sur les bords de la mer, à faire de la musique, et qu'on a concrètement plus aucune nouvelle de lui. Enfin, ça serait assez spécial. Oui, mon cœur? Rangé dans la salle de bain. Voilà. Mais le Hadar commence à m'intéresser. J'aime beaucoup le personnage, comment il est amené par l'acteur, dont j'ai oublié le prénom, c'est Joseph Maul. Oui, je crois que c'est Joseph Maul, son prénom. Ça me plaît. Ça me plaît, il y a un petit développement qui se fait par rapport à celui-ci, ça m'intéresse. On sait toujours pas qu'est-ce qu'il veut faire. J'ai surtout aimé ce moment-là, où le mec, où en fait, effectivement, dans les Hommes du Sud, on a une division, et on a ce gars-là qui avait parlé à Théon en lui disant « Viens, Sauron est de retour, viens, il faut qu'on le suive et tout. » Et qui quand même pose la question du « Vous êtes Sauron ou pas ?» Et Hadar qui s'énerve, qui le chope, qui te le fout par terre, en mode non, c'est pas moi, et franchement, me compare pas à ce connard. Ça fait quand même des théories qui te disent tu serais pas un elfe du premier âge qui a combattu contre Sauron et qui, au bout d'un moment, s'est dit tiens, je vais créer mes propres gars, je sais pas. Il y a une histoire assez intéressante avec le Hadar qui m'intrigue. Alors, c'est pas dans les bouquins, tout ça, mais ça m'intrigue. J'ai envie d'en apprendre plus sur le perso. J'aime bien le moment où il donne la dague à Walreg. C'est Walreg qui s'appelle? Enfin, un moment un peu sombre là. Oui, c'est effectivement, le moment où effectivement ils lui disent bah écoute, les serments ça se fait par le sang, et du coup il prend le jeune gamin qui s'était barré en laissant Theo tout seul dans le village à Halbrand, et là bon maintenant bute-le. Ah, ok. C'était intéressant, et puis bon, on comprend la grosse armée orc qui s'en va en direction de Ostirith avant l'attaque finale avant l'attaque qu'on verra dans l'épisode 6, parce que du coup l'épisode 5 n'a eu aucun combat. Il n'y a pas eu de combat dans l'épisode 5. Ça a été très calme. Enfin, pas de combat. Il y a eu quelques trucs avec les orques. Enfin, non, même pas. J'ai même pas souvenir. Non, il n'y a même pas de combat. Il n'y a même pas de combat dans cet épisode. Je dis de la merde. Enfin, si le moment où l'homme météore sauve les miches de nos hobbits pas favoris. Faut que je trouve l'image, parce que bon, je l'ai pas trouvé. Bon, de toute façon, dans les teasers, on la voyait. Mais ouais, effectivement, l'arc Hobbit m'avait beaucoup plus intéressé, je vous avoue. Parce que, bah, on découvre, il galère, il voyage. La musique de Poppy, bon, je l'ai pas trouvée fameuse pour autant. Beaucoup de gens l'ont aimé, après tout. Mais je l'ai pas trouvée fameuse pour autant. Mais elle était jolie, puis bon, ça, on voyait le déplacement sur la carte, et sur la carte, on comprend d'où il débarque. Il débarque du sud de la forêt noire. On remarque sur la carte qu'il débarque du sud de la forêt noire, et attendez, il me faut la carte sous le nez. Il débarque du sud de la forêt noire. Ici, on comprend qu'il débarque d'ici, du sud de la forêt noire, pour descendre par les Minuil et les marches, ce qu'on appellera le marais des morts, donc par le marais des morts, et ensuite il remonte dans cette direction vers le futur Dorwinion. Donc ils ont fait ça et ça, alors qu'ils auraient pu faire ça. On est d'accord que c'est stupide. À moins qu'ils aient fait ça et qu'ils aient remonté, et que du coup la rivière qu'on voit dans l'épisode correspond à cette petite rivière là. En tout cas, ils remontent vers le centre, donc à mon avis les vergers doivent correspondre, je pense, à ça.
Après, ce qui est pas déconnant, parce qu'on est dans la région du Rovanion, qui deviendra, qui sera littéralement un champ de bataille lors du deuxième âge, justement entre les forces les forces elfiques et de Númenor, enfin de Gondor et d'Arnor plutôt, jusqu'à la plaine de Dagorlad. Et Dagorlad, je crois que c'est par là, dans mon souvenir. Donc on voit les vergers d'ailleurs qui sont dans un sale état. On comprend que le mal est bien présent, enfin bref, que ça devient dégueulasse. Donc c'est dommage. Mais c'était intéressant. Bon, l'homme météore qui sauve les 3 hobbits avec une des 3 noirs. Enfin non, c'est moires qu'on dit, ouais, les moires, c'est ça, pas les noirs, les moires, qui sont un peu comme, vous savez, c'est un peu dans la mythologie grecque, celles qui tissent le destin. Donc c'était assez intéressant, on avait une dedans en mode oh ok, il m'a sauvé la vie, bon ça va être un bon bougre, et du coup qui transfère la nouvelle aux autres hobbits en mode regardez, en fait il était cool, et Nori qui est en mode regardez, tu nous as sauvés, c'est génial. Bon, le mec il utilise un pouvoir, il protège les alphelins de 3 loups chelous, des loups cochons, je vais les appeler, parce qu'il est bizarre. Enfin bref, qui lui fait son voler, il utilise un gros pouvoir, on comprend que ça lui a bouffé l'énergie, parce qu'il a tout son bras droit qui devient un peu sang noir, un peu bizarre. Et ensuite il va se guérir en mettant sa main dans l'eau, et ensuite avec de la glace. La trou du cul de Nori, comme tout hobbit qui se respecte, comme tout hobbit faisant référence à Pipin, faut qu'elle fasse quoi? De la merde. Elle met sa main et pouf, elle se fait éjecter, puis après, elle flippe et elle se barre en courant. Bah ouais, il fallait peut-être pas faire de la merde. Bon, ce côté-là était assez amusant, ça me rappelait Pipin. Sauf que Pipin était pas aussi con que ça quand même. Et un peu quand même. Enfin, surtout dans les films, parce que dans les bouquins c'est autre chose. Mais l'arc, ouais, cet arc-là, l'arc alphelin, tout ça m'a un peu plus plu. Et surtout, c'est quand même quand on écoute la petite musique sur le dernier plan de l'homme météore, c'est le thème de Sauron. On admettra, hein, n'est-ce pas, que c'est quand même bizarre. C'est bizarre tout ça. C'est le thème de Sauron, vous trouvez pas qu'il y a un truc qui cloche, n'est-ce pas? Tout va bien. Donc bon. Oui. C'était bon. Ce moment-là, tu fais... Ça pue. Ça pue. Puis après, bon, l'arc chez les hommes du Sud, du coup, aussi, qui nous balançait une petite révélation sans trop vraiment dire de révélation, à savoir cette fameuse épée. Cette fameuse épée que Arandi Alcone, il déplace quelques fougères machin, puis hop, on voit ça. Une épée qui transperce un homme en deux. Donc est-ce que là ça fait toujours référence à Gulthang, l'épée de Túrin dans Les Enfants de Húrin? Peut-être, peut-être pas. De toute façon, il y a le symbole de Sauron dessus, donc c'est quand même bizarre. Et puis bon, pour avoir un truc comme ça construit ici, ça veut dire que les humains ont fui, les orientaux ont débarqué là bien avant les elfes, et après c'est les elfes qui ont envoyé des détachements là-bas pour voir comment ils allaient faire, et puis genre en soum certains ont continué de servir Molkoth. Ce petit fight avec les potes d'Isildur et Galadriel. Bah, on n'y est pas encore. La chanson reste mignonne, mais pas vraiment utile, oui. D'ailleurs, leurs loups, pourquoi ils ont pas fait des loups normaux? Je comprends pas le côté primitif, plus bestial, mais ils sont moches quand même, ouais. La théorie Nori, aïeul de Pipin. Sa blessure, c'est l'ombre noire qui entre dans son bras parce qu'il a frappé le sol contaminé. Ah, peut-être. Peut-être, hein, on va savoir, c'est une théorie. S'ils font de Sauron un personnage gris aux yeux d'un vrai seigneur des ténèbres, je résille mon abonnement à Amazon. Le truc derrière l'arbre que personne n'avait vu depuis le début, MDR, c'est ça, ouais, c'est facilité scénaristique. Coucou, désolé du retard, je vais prendre des notes, pas de soucis. De toute façon, il y a la rediffusion après sur la chaîne YouTube. Mais oui, effectivement, le coup de ça qui est planqué, genre personne l'a remarqué, puis hop, oh tiens, ça me rappelle un truc, en fait cette épée est une clé. Mais la clé pourquoi? La clé pourquoi? Pour avoir des pouvoirs un peu plus pétés pour pouvoir contrôler les gens dans le secteur? Bah ça va. Bonjour Gashamog. Donc ce truc-là était assez pété. Ah, et puis Bronwyn qui au début dit ouais, il faut qu'on se batte ensemble, il faut qu'on reste ensemble, machin. Et puis la moitié se bat, et puis qui après, elle fait bon bah en fait non, je pense que je vais aller voir le seigneur là-bas, et puis je vais dire que non. Mais ça devant tout le monde, donc toute sa crédibilité, c'est cool. Non, j'ai pas encore parlé de Númenor là. Là pour l'instant j'ai parlé des pieds velus et de l'arc du sud. Mais ouais, toute la crédibilité, voilà, c'est vraiment le truc du ouais machin, faut qu'on défende, faut qu'on se batte ensemble, puis après elle fait bah en fait non, je vais me barrer, puis je vais aller voir un dash, bon on se rend. Oui et non.
Voilà, là c'est oui et non, d'accord, ok, très bien. Ça commence, pourquoi pas, c'est con. J'ai vu un petit parallèle entre Arondir et Theo, quand Arondir il est en train d'entraîner le Theo et qu'il lui donne une flèche machin pour l'entraîner à tirer, avec le petit parallèle entre Aragorn et Aleph, quand ils sont à Fort-le-Corps, et où il regarde avec l'épée, il fait tiens c'est une bonne épée, allez suivre de Hama, il y a toujours de l'espoir, machin. J'ai vu un petit parallèle là-dessus. Voilà. Mais le truc, les hommes du Sud, c'est assez facile. Et on comprend, comme dans les teasers, comme les teasers nous avaient montré, qu'ils vont se servir de la tour de Ostirith pour la faire s'effondrer, pour écraser les orques en bas. Peut-être pour faire un gros éboulement, pour bloquer le passage, pour pas venir trop longtemps, ce qui va peut-être permettre à Númenor d'arriver en Soum Soum. Parce que c'est Nawak. Númenor, je garde ça pour la fin, parce que putain, il y en a des trucs à dire. On va parler maintenant de notre secteur elfique. Avec ce fameux texte. Donnez-moi la viande. Et donnez-la-moi cuite, un truc dans le genre, si j'ai bien traduit. Enfin, give me the meat, give me the meat, and give it to me rot. Give me raw. Enfin bref. L'arc Lindon m'a assez intéressé. Donc le repas autour de la table c'est une table de quartz, si je me trompe pas, une table en quartz. Et Gil-galad qui est vraiment en mode ouais, mais qu'est-ce que vous cachez en fait sous la montagne? Et Doulin qui a le sens tout de suite du vous voyez cette table? Bah ça c'est du quartz. Et chez nous, le quartz a une valeur assez symbolique pour autre chose, genre pour les morts, je me rappelle plus trop exactement. Et t'arrives à louper le Gil-galad, en mode, par contre, tu vas me donner la table tout de suite ou je t'encule. c'est vraiment le, donne-moi cette table tout de suite. Et Gil-galad qui fait, ok, très bien, on respecte ça, on va vous donner la table après manger, aucun souci. Et du coup, Gil-galad aussi qui dévoile son jeu à Elrond en lui disant, bah écoutez... Si on veut le mithril, c'est parce que ça va toucher au destin des elfes, notre présence sur les terres de l'unique, sur la terre du milieu. Quoi? C'est quoi cette raison pétée? Cette raison pétée qui n'a aucun sens? Ouais, les elfes dépérissent parce que on a besoin du mithril? Pardon? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non? Non? Ça n'a aucun putain de sens. Par contre, la petite histoire qu'il demande à Elrond de raconter, à savoir le Ithaeglir, donc Ithaeglir ça veut dire les monts brumeux, ou montagne de brume, en Sindarin. Et la petite histoire, la petite légende qui veut faire comprendre, qui veut faire dire que genre, en fait c'était un homme, un guerrier légendaire qui mettait son pouvoir dans un arbre au sommet de la montagne, et qui combattait un Balrog en face, et qui en fait il y a un éclat qui a cogné, puis ça donnait les ramifications de mithril. Dans le lore de la série, c'est cohérent. Dans le lore de l'univers, c'est du bullshit. Parce que... Non, ça n'a aucun putain de sens. Pourquoi? Parce que le mithril, il y en a à Valinor. D'ailleurs, les Silmarils ont été forgés avec ça, si je me rappelle bien. Le mithril, il y en a à Númenor. Et le mithril de Khazad-dûm, bah c'est juste ce qui se fait découvrir au second âge, et c'est ce qui fera justement la grosse fierté des nains, quoi. C'est ce qui fera que Khazad-dûm deviendra puissante. Donc le mithril, en fait, est connu dans le monde de la Terre du Milieu. C'est pas un truc nouveau. Et ça n'a rien à voir avec une histoire comme ça. Alors dans le lore de la série, ça reste cohérent, mais dans le lore de l'univers préétabli, c'est de la merde. Littéralement de la merde. Par contre, ça tourne autour du pot, hein. Ils savent qu'il y a le mithril, sinon, ils auraient pas envoyé Elrond, ils ont pas besoin qu'Elrond confirme, c'est débile. J'ai fait un serment, je ne dirai rien. Oui, donc il y a du mithril, en fait, je suis colère. Oui, c'est ça, effectivement, il envoie Elrond parce qu'il est au courant, que Gil-galad est au courant qu'il y a un truc là-bas. Et quand Elrond y revient, ah, vous m'avez menti, machin, ah, vous aussi, qui est les Brimbor, vous m'avez menti. Merci, merci, M. Gapolo, du follow, bienvenue parmi nous. Après, ce n'est pas un subterfuge. Bah, c'est pas un subterfuge. C'est le Galadrim. Le Gil-galad, quand même, qui est là. Ah oui, en fait, c'était pour ça qu'il est moi qui fait ah oui, il m'avait dit de pas vous en parler, mais effectivement, c'était parce qu'on voulait savoir ce que faisaient les nains, tout ça. Putain, mais. C'est les raisons pétées de Gil-galad, quoi. Oui, parce que le déclin des elfes, machin. Mais ta mère! Merci Sébastien du follow, bienvenue sur le Twitch. Oh, tu m'emmerdes, casse-toi. Je suis occupé. Viens faire des bisous. Viens faire des bisous. Bon, tu m'emmerdes.
Mais effectivement, Gigalad qui nous sort une raison pétée. Oui, notre temps elfique s'écroule en terre du milieu. Tout ne va pas bien. Merci Hakim, le fils du forgeron. Merci, fils du forgeron, d'être parmi nous. Mais ouais, c'était des raisons pétées. Mais j'ai eu ça, je me dis, mais sérieusement, c'est pété comme raison. Alors, je pense que pour les gens qui n'ont pas eu les livres, tout ça, ça paraît être incohérent, j'en sais rien. Mais moi, avec ma vision des bouquins, ça n'a aucun sens. Le destin des elfes est lié au mithril. Non, c'est complètement con. C'est l'homme météorite parle en elfique, t'as capté? Oui, l'homme météorite il parle en elfique, oui, on est au courant ça. On le sait, il parle même le Quenya de Valinor. Dans mon souvenir. Enfin, en tout cas, il parle Quenya, ça c'est sûr. Mais, ouais, le Gil-galad, il m'a gonflé. Alors pourtant, il est intéressant, le côté... Ils ont essayé de faire un truc, intrigue politique, mais c'est un peu raté. C'est pas ouf. Et Elrond qui s'en veut, qui en parle à Durin en mode bon, le destin des elfes en est lié. Vous avez le destin de toute la race elfique entre vos mains. Et Durin du coup qui est en mode, dis-le encore. Vous avez le destin des elfes entre vos mains. Say it again. You have the destiny of the elves inside your hands. Bon, maintenant il reste plus qu'à convaincre mon grand-père. Attends quoi? D'où t'es convaincu comme ça, cette vitesse? Pardon? Alors ok, d'accord. Ok, d'accord, les nains ne blairent pas les elfes, parce que depuis le premier âge, il y a tellement eu de problèmes. Mais merde, cette facilité scénaristique. Et encore, on n'a pas encore parlé de l'arc de Númenor. Nom de Dieu. Whose hands? C'est ça. C'est ça. Quelles mains? Les vôtres. Quelles mains? Les vôtres. Durin, je t'aime. Ah, mais j'ai bien aimé. Après, moi, Elrond et Durin, c'est des personnages que j'apprécie le plus actuellement. Parce qu'il y a vraiment une alchimie entre les deux personnages que je trouve vraiment cool. Et puis tu rajoutes Disa au milieu. Il y a une bonne atmosphère, il y a un bon truc qui se détache. La seule chose qui rattraperait le caca, ce serait que ce soit un mensonge d'Anatar. Oui, alors effectivement, beaucoup de gens se posent la question de est-ce que ce serait pas du coup Anatar, aka Sauron, parce que dans les livres, il faut savoir que les anneaux de pouvoir seront forgés grâce à un elfe qui se fait appeler Anatar et qui convainc Celebrimbor de fabriquer ces choses-là avec lui, qui lui apprend plein de choses. Le fameux Maëron de son vrai nom, Maëron le Magnifique avant sa conversion au côté obscur de la force, pour qu'il devienne Sauron. Et Anatar, du coup, c'est un des nombreux noms que Sauron aura porté. Et quand il se fera reconnaître tout ça, les elfes vont se rendre compte que, oh mon dieu, en fait, Anatar, c'était Sauron, oh merde, machin. Enfin bref, donc il y a une histoire, il y a une théorie qui voudrait qu'à mon avis, Anatar soit déjà derrière tout ça, ce qui expliquerait pourquoi les elfes font un peu de la merde. Et pourquoi ils veulent une mithril, machin, pourquoi ils veulent essayer de créer, peut-être tenter une création de Discord. Va savoir, mais moi j'espère vraiment qu'à la fin de la série, genre ils vont nous dire qu'Anatar, enfin à la fin de la saison, soit ils nous disent qu'Anatar c'est un des personnages où on s'énerve depuis le début, genre c'est la prêtresse, genre c'est Halbrand, l'homme météorite, Hadar, bon on sait que c'est pas Hadar vu comme il a réagi, ça doit pas être, c'est certainement pas Hadar. Mais, ou alors, c'est Anatar, en Tsum Tsum, qui est planqué derrière depuis le début. Et là, ça expliquerait. Le vieux, il dit Terniekala, Envinyatar. Soit la lumière passe à travers moi, guérison. La même que Radagast pour chasser l'ombre noire de Sauron. Ouais, mais l'homme météorite, moi je pense pas que ce soit Sauron, je pense pas que ce soit un Istari, je pense pas que ce soit un des mages qu'on connaît, donc un des Istari qu'on connaît. Pour moi, c'est un nouveau. C'est juste un nouveau. C'est un nouveau personnage comme ils ont fait pour la série, qui va apporter un truc assez particulier et qui, je pense, mourra à la fin de la série. À la fin de la saison, en tout cas. D'ailleurs, épisode 5, on n'a pas entendu le mot anneau, hein. C'est très grave pour une série qui se base sur leur création. Mais c'est pas étonnant. Et il faut pas oublier que les anneaux de pouvoir, c'est forgé à partir de entre l'an 1000, si je me trompe pas, et l'an 1500. C'est 5 siècles de création. L'homme météorite, c'est l'homme lune. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est l'homme de la lune pour faire raccord à, encore une fois, à la légende des hobbits de l'homme de la lune, donc un homme qui est tombé de la lune. Ça serait cohérent. Mais bon, en tout cas, pour l'instant, c'est assez bordélique ces histoires. On a tous les personnages qui sont en mode oui et non. Ouais, non, c'est pas cool. Oui, je vais le faire. Non, oui. Bref, ça devient vraiment casse-couille. Et on va finir avec Númenor. Númenor! Nom de Dieu, qu'il y a des trucs à dire.
Mais alors pourquoi les bonnes sœurs le cherchent? Bah oui, c'est la question aussi. Pourquoi les bonnes sœurs le cherchent? Non, mais il doit y avoir... Ouais, les bonnes sœurs, ouais. C'est vrai qu'il doit y avoir une histoire autour de ça. L'intérêt de se demander... Il doit y avoir un culte peut-être du mal toujours envers Sauron, mais quand on regarde l'espèce de bouclier que porte une des prêtresses, on voit que c'est la constellation des Gémeaux. On voit la constellation des Gémeaux dans le bouquin de Sadok Burroughs, on voit la constellation des Gémeaux dans le ciel, on voit que l'homme météore montre le symbole de la constellation des Gémeaux. Donc il y a toujours la théorie du est-ce que ce serait pas un mage bleu? Parce que les Gémeaux, les jumeaux, les mages bleus, c'est deux potes qui sont arrivés en même temps en terre du milieu. Et donc s'ils nous cassent les mages bleus, bah ça veut dire qu'il y a un autre personnage qui est quelque part. Ce qui serait intéressant comme théorie, de toute façon, c'est une théorie pour l'instant, donc on n'en sait rien. Pour le buter ou le corrompre. On en parle de la rune sur un des objets des prêtresses. Oui, voilà, bah, c'est ce que je disais. Donc on voit les symboles Gemini. Bon, on va passer maintenant à Númenor. Est-ce que Sauron est un des mages bleus? Non. Bah non, parce que les mages bleus, c'est pas les mages bleus, ce sont d'autres maillards. C'est complètement autre chose. On fait des théories en allant chercher les détails du lore, mais je doute que les showrunners soient aussi renseignés sur toi. Que toi. Je pense vraiment qu'ils inventent leur propre scénario qui n'a rien à voir avec le lore. No joke. Sans blague. Mais je pense aussi. Hein. Je pense que si, ils sont quand même renseignés, mais comme ils n'ont pas accès à tout, c'est quand même marrant que Galadriel, elle rechoppe les mêmes... Ah, attends, on va en parler de ça, on va en parler. Alors, pour commencer, l'arc Númenor. À Númenor, bon, c'était sympa, encore une fois, revoir Númenor, ouais, c'est cool. Mais la Galadriel qui... Bon, il y a les novices qui sont appelés à droite à gauche, ouais, ils vont se battre, ils vont s'entraîner, machin... quand ils vont s'entraîner, Galadriel débarque et ils sont en mode bon, le premier qui arrive à faire une blessure ou à abîmer Galadriel deviendra lieutenant. Bien sûr, c'est l'un des potes de Isildur qui arrive. Après un combat, après une chorégraphie qui était quand même sympa. La chorégraphie était sympa, là-dessus j'ai rien à dire, la chorégraphie était cool. On sent le côté elfique un peu pété d'une guerrière qui ça fait des siècles qu'elle se bat et qui du coup est capable de t'écraser des jeux de minots à 2 francs 6 sous très rapidement. Bon, elle me fait quand même des gardes inversées, ce qui n'a aucun putain de sens. Mais bon, parce que faire une garde inversée en combat, c'est de la merde. Parce que tu te retrouves à avoir... T'as ça d'allonge, tu enlèves toute cette allonge là pour le foutre derrière, ça n'a aucun intérêt. C'est s'emmerder pour rien. Mais bon, hein, c'est les chorégraphies au cinéma. Donc c'était assez sympa. Bon, le Halbrand qui est en mode... le Halbrand à côté qui est en mode, ouais, non, je vais pas te suivre. Tout l'épisode, ça a été ça, c'est Halbrand. Non, je veux garder la paix, je veux rester à Númenor, je veux être dans la paix, machin, je m'en fous de mon destin, rien à foutre, machin. Toi, tu sais pas ce que ça fait de les Darkness. La pauvre Galadriel qui dit on m'a chassé du territoire parce qu'on a pensé que le mal était en moi et que c'est moi qui portais le mal du coup, alors que le mal était bien présent. Galadriel qui est en mode chouineuse. Ah, je sais, elle m'a fait chier à ce moment-là. Alors, ouais, on va dire que c'est des... Enfin, on va dire... C'est plus ou moins des raisons valables. Mais Galadriel m'a fait chier dans cet épisode. Bon, il y a que le moment de la chorégraphie qui m'a plu. Parce que tu sentais qu'elle s'amusait. Ça l'amusait de se taper des jeunes. Titre. Mais le Halbrand, le Halbrand, il m'a saoulé dans cet épisode aussi. Il sait pas ce qu'il veut. Il sait pas ce qu'il veut. Il dit oui, il dit non, il dit oui, il dit non. Puis à la fin, il se retrouve avec une armure qui forcément doit être différente de tous les autres. Parce que c'est un personnage différent, oh, mon dieu, mon dieu. La Tarmiriel qui est indécise et qui sait pas ce qu'elle veut non plus. Pour savoir est-ce que je vais en terre du milieu ou pas. Est-ce qu'il faut le faire, machin. Ar-Pharazôn m'a beaucoup plu. Parce que là, on commence à sentir le personnage qui est en mode... Les elfes, au bout d'un moment, c'est eux qu'on va dominer. Sinon, on va en terre du milieu, c'est pour créer limite un empire. Il le dit pas, mais c'est limite ça. Tu sens que le Ar-Pharazôn, il est bourré d'ambition. Et ça commence à se développer, et ça m'a plu. La Eärnien, machin, bref, la sœur créée pour la série d'Isildur, aucun intérêt, elle sert à rien. Je n'ai pas vu une seule utilité d'elle pour le moment, à part peut-être faire réfléchir Isildur, et encore, encore. Ah, ils ont pas trop écorché le lore de Sauron. Bah si, Septimus, le lore a été défoncé. D'ailleurs, j'ai peur d'un truc. Est-ce que Halbrand va être le cofondateur du Gondor avec Isildur? On n'a toujours pas vu Anarion et je doute qu'ils aient l'intelligence d'en faire le roi de l'armée des morts. Bah, moi je reste sur la théorie que ça deviendra le roi de l'armée des morts. Parce que c'est ce qui est le plus cohérent par rapport au personnage de ce que j'ai remarqué et constaté.
Ensuite, qu'ils en fassent un cofondateur avec Isildur, non, ça n'a aucun sens, puisque Anarion a été cité. Anarion a été cité dans l'épisode 3. Donc on sait qu'Anarion est présent. Il apparaîtra plutôt, peut-être à la fin de la saison, ou peut-être qu'il apparaîtra plutôt en deuxième saison. On sait qu'Anarion est là, on sait qu'Anarion sera dans la série. Donc non, s'ils nous font une cofondation genre d'Isildur avec Halbrand, je suis désolé, mais non, c'est pas possible. D'autant que le Gondor, c'est Isildur et Anarion. Oui, c'est ça. Et Arnor, c'est Elendil. Bon courage aux fans du Seigneur des Anneaux, ça va piquer en plus une série, ça peut durer un moment. Non mais que tu sois fan de la série, que tu sois fan de l'univers établi, et que ça te fasse chier de voir des trucs, ok, moi, je suis un amoureux de cet univers, mais c'est pas pour autant que je vais pas regarder toutes les saisons, parce que j'aurais envie de savoir comment ça évolue, comment ils avancent tout ça. Regardez-le, lui, regardez-le, il me fait chier, je l'aime, mais il m'emmerde. Vas-y, va là-haut. Voilà, va là-haut, va te mettre dans l'armoire. C'est pas parce qu'en fait je gueule sur la série que pour autant il y a que du mauvais. Il y a plein de bonnes choses dans cette série. Mais malheureusement pour le moment sur tout ce qu'on voit ça pue quoi. J'imagine que c'est pour parler de la disparition de Númenor. Hello l'ami, salut Ragnar. La sœur va mourir, ce sera tragique pour Isildur. Mais de toute façon la série on sait pas. Là pour l'instant on a l'impression que la série ne sait pas où elle va. Alors pourtant qu'on sait si, alors pourtant si. Mais je sais pas. Les personnages tu sais pas où ils vont. Il y a pas de... Enfin, les personnages, j'aurais les appeler oui et non. Voilà, point barre. Oui et non. Ils savent pas ce qu'ils veulent. Tapalantir dit à sa fille de ne pas aller à l'est car il connaît déjà le mal bizarre. Oui, ce qui est étrange aussi, effectivement, le Tapalantir qui dit qu'il ne faut pas aller à l'est, qu'il connaît déjà le mal. Alors que de ce que fait comprendre la série, dans la cohérence de la série, qui est une série qui manque de cohérence, rappelons-le, hein, parce qu'il y a plein d'incohérences dans cette série. Enfin bref, depuis tout à l'heure, vous vous en doutez, il y a plein d'incohérences, j'arrête pas d'en parler. Même dans les autres épisodes, au début je me disais ouais, ça va être sympa et tout, il y a des bonnes choses. Plus on avance, plus ça craint. Enfin, en tout cas, l'épisode 5 qui m'a saoulé, je savais que c'était un épisode de transition, mais ouais, du coup, le Tapalantir qui dit va pas à l'est, parce qu'on sent que le mal est déjà présent, parce qu'il ressent le truc, tu fais... Attends, dans la série, on te fait comprendre que Númenor n'est pas allé en Terre du Milieu depuis limite des siècles. Alors que bon, dans le lore de l'univers, on sait qu'ils vont régulièrement en Terre du Milieu pour gérer leur colonie, pour imposer leur volonté sur les peuples humains qu'ils plus ou moins dirigent, alors que ceux-ci sont pas trop d'accord. Dans les bouquins, il y a ça. Et là, dans la série, on te fait comprendre que non, ça fait longtemps qu'ils y sont pas allés. Il y a de la cohérence, voilà. Encore une incohérence. Le Pharazôn m'a beaucoup plu, le Elendil est toujours bien. L'armure d'Elendil était classe. Avec ses ailes sur les côtés du casque, ça faisait référence un peu au casque des gardes de la fontaine. L'épisode 5 ne servait à rien et a même reculé dans l'histoire. Bah l'épisode 5, si, l'épisode 5 a fait avancer l'arc, disons, avec Hadar, avec Bronwyn et Arondir. On sent que ça avance un petit peu, il y a une préparation, tout ça. Mais bon, l'action va vraiment arriver dans l'épisode 6. Mais c'est vrai que merde, ça fait chier. Et puis ouais, aussi, un autre truc complètement bizarre. Númenor, c'est censé être une super puissance maritime. D'où ils envoient que 5 navires et 500 hommes, donc une centaine d'hommes par navire. Enfin, pardon, 3 bateaux, vu qu'il y en a 2 qui se font saboter de façon ridicule par Kemen, le fils de Ar-Pharazôn, parce qu'il faut rappeler que Pharazôn n'a pas d'enfant dans l'univers. Il n'a pas d'enfant, il meurt sans descendance. Le sabotage de merde, foireux, mec qui débarque en mode loose day, puis genre t'as Isildur qui est sur le bateau qui voulait partir en mode ouh, je pars en mode cachette. Et d'un point de vue réalisation, cette scène-là, elle pue la merde. Et Isildur qui sait quand bien que mal de rejoindre le machin, il essaie de convaincre son pote de le faire rentrer, et son pote lui dit va te faire foutre, le père lui dit va te faire foutre, puis il arrive, il fait oh j'ai sauvé une personne, ah bah c'est bon alors, du coup, bah Elendil il fait ok, viens dans la marine. D'accord, donc en fait, le Isildur il fait plein de conneries, mais parce qu'il sauve quelqu'un, ok rentre. C'est un peu facile quand même, on a peut-être pu avoir genre une discussion, plutôt que coucou, je suis là. C'est trop facile. C'était beaucoup trop facile. Et Isildur qui dit rien, qui dit ouais c'est juste un mec, c'était un gars qui était sur sa barque à côté, je lui ai sauvé la mise. Attends quoi. Alors je sais qu'Isildur quand même c'est pas non plus le plus gentil on va dire, mais c'est pas non plus un profiteur de l'enfer. Dans les bouquins il est pas décrit comme ça le Isildur, il est pas à ce point là. 300 pélos, ils appellent ça une armée, haha, ça me fait expédier le malin, ça fait expédier
le malin par les latrines. Ça me fait chier. C'est pas mal, j'aime bien cette phrase. Ça me fait expédier le malin par les latrines. Il y avait plus de budget, ils ont tout mis dans le brushing d'Elrond. Ouais, non mais effectivement, oui, si, 300 hommes, c'est une armée. À partir du moment où tu as plus de, ou à partir du moment où tu as plus de 10 hommes, c'est une petite armée. C'est un groupe, c'est un bataillon, c'est un groupe d'hommes. Un groupe de combattants, donc ça marche. Mais 300 hommes, effectivement, tu te dis, il y a un truc qui cloche. Puis même, il y a un autre truc qui m'a fait chier, alors ça, je l'ai noté sur mon téléphone. C'est le coup de la cavalerie numénoréenne. Je vais vous expliquer. La cavalerie numénoréenne en terre du milieu, parce que je me suis amusé à prendre plein de notes. On nous évoque dans les contes et légendes inachevés, la note 141 ou 7 à propos du désastre des champs d'Iris, que les Numénoréens aimaient leurs chevaux et de ce fait ne les amenaient pas à la guerre. On comprend que dans l'épisode d'après, ils vont s'en servir de cavalerie. On nous le fait comprendre. Et même quand ils mettent les chevaux sur les navires. Les Numénoréens possédaient en leur propre pays des chevaux qu'ils tenaient en haute estime. Voilà la description de Númenor, le second âge, mais ils ne s'en servaient pas au combat, car leur guerre se déroulait outre-mer. De plus, ils étaient de haute taille et de puissante carrure et fort vigoureux. Et leurs soldats, tout équipés, avaient accoutumé de porter des armes et des armures de grand poids. C'est pas ce que je vois dans la série pour l'instant avec les Numénoréens, mais bon. En leur colonie, sur les côtes de la Terre du Milieu, ils acquérirent et élevèrent des chevaux, mais ils ne s'en servaient guère comme monture que pour le plaisir et le sport. À la guerre, seuls les messagers étaient montés, et certains corps d'archers munis d'armes légères, souvent gens d'une autre race. Dans la guerre de l'Ultime Alliance, les quelques chevaux qu'ils utilisèrent furent décimés à Osgiliath. Il devait guère y en avoir. Ça, c'est une note de l'auteur. Dans la description de Númenor, on nous dit: à Númenor, tout le monde se rendait d'un lieu à un autre à cheval, car les Numénoréens, tant hommes que femmes, étaient des cavaliers passionnés. Et tous ceux de ce peuple aimaient les chevaux, les traitant avec honneur et les hébergeaient de noble façon. Et aux chevaux, on apprenait à percevoir les appels venus de loin et à y répondre. Et il est dit dans les vieux contes que lorsqu'ils avaient un grand amour entre un cavalier, l'homme ou femme, et son coursier favori, ils pouvaient le faire venir à lui par simple opération de pensée. C'est pourquoi les routes de Númenor étaient non pavées pour la plupart, faites et entretenues à l'usage des cavaliers, car dans les siècles passés, on ne se servait guère de voitures et de charrettes, et les voitures et les chargements lourds voyageaient par mer. La route principale est la plus ancienne, adaptée aux roues des voitures, reliait Roména, le grand port de la côte est, et la cité royale d'Arménélos. Et de là se poursuivait vers la vallée des Tombeaux et le Meneltarma. Et très tôt, on prolongea cette route jusqu'à Andosto, dans l'intérieur du Forostar, et de là jusqu'à Andounier, à l'ouest. Sur cette route passaient les chariots de pierre en provenance des terres du nord, les plus demandés pour la bâtisse, et ceux de bois de charpente, lequel abondaient dans les terres de l'ouest. Les rois numénoréens impâdissent retour du roi à propos de l'aide apportée au nord par le Gondor contre le roi sorcier. Encore une autre chose, avant qu'Eärnur n'eût atteint les havres du Lindon, le roi sorcier avait conquis l'Arthedain et Arvedui avait péri. Ça, c'est une anecdote concernant justement la chute de Númenor, la chute de Darnor au 3e âge. Ouvrez les guillemets. Mais l'arrivée d'Eärnur au Havre Gris suscita la joie et l'émerveillement, tant chez les elfes que chez les hommes. Sa flotte était si nombreuse et ses habitants si imposants qu'ils eurent peine à trouver leur mouillage, bien que le Harlond et le Forlond fussent aussi à pleine capacité. Et il débarqua une armée toute puissante, avec tout l'armement et les provisions pour une guerre de grands rois. Telle fut du moins l'impression des gens du Nord. Encore que ce ne fût là qu'un petit détachement au regard de l'ensemble des forces du Gondor. On loua spécialement les chevaux, car nombre d'entre eux étaient des veaux de l'Anduin, montés par de beaux et grands cavaliers et par des princes du Rhovanion. Donc ça, c'était un truc que j'avais gardé de côté. Et là, on va nous faire comprendre que, bah ouais, les mecs, ils vont faire la charge de cavalerie. Les Numénoréens, ce sont des spécialistes des formations militaires à pied. Pas de la cavalerie. Ils ont des archers d'une grande efficacité, des formations de piquiers, des formations des phalanges. Il faut imaginer Númenor. Númenor, en gros, c'est l'Empire romain au 1er siècle après Jésus-Christ, dans sa toute puissance. Avec des phalanges comptées dedans. Vous mélangez l'armée romaine avec les formations Bolton dans la bataille des bâtards. Vous faites ça. C'est Númenor, en gros. Ouais, mais ça fait pas classe une charge. Ouais, mais ça fait classe une charge de cavalerie, la prod. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tu crois que les showrunners, ils ont ouvert les conseils des gens inachevés? Non, mais par contre, comme je viens de vous dire, il y avait des trucs qui sont situés dans les appendices du Seigneur des Anneaux. Appendices auxquels ils ont accès.
Il y a plein d'infos dans les appendices, hein, croyez pas. Dans les appendices, notamment de la nouvelle traduction, on a 5 d'infos, on a genre, on va dire 100 pages d'infos supplémentaires comparé à la traduction d'origine. Mais bon, moi le plan qui m'a fait surtout crier, c'est celui-ci. Galadriel qui monte sur le bateau avec exactement la même armure que dans le premier épisode. Alors oui, dans le premier épisode, on voit pas ses spalières ici, on voit pas les spalières, on voit pas le plastron, et on voit pas ses coudières, mais sinon tout le reste c'est la même. C'est la même putain d'armure, et on la voit même porter le plastron un peu plus tard dans les épisodes. À quel moment, à Númenor, ils ont une armure comme ça? Quand tu vois que tous les autres ont des armures d'écailles, ça veut dire qu'en fait ils sont incapables de faire des armures d'écailles et que là d'un coup il te faut une armure de plaque. Voilà, déjà il y a une incohérence. J'ai vu sur Twitter j'en ai eu sur Twitter, mais attendez, je vais vous montrer. Quand j'ai balancé mon avis à chaud, il y a des gens sur Twitter, ils comprenaient pas. Ils comprenaient pas ce que je leur disais. C'était absolument fou. Je vais en profiter vu que du coup on est dans la vidéo. Croque-mou! Putain de chat! Il y en avait en commentaire qui ont pété des boulons. Genre, il y en a qui a mis quoi? C'était à partir d'où? Il est où le commentaire où c'est parti en sucette? Ah oui, il y en a un qui a fait: t'as oublié l'armure que Gadriel sort de son cul, c'est celle des premiers épisodes et elle est arrivée en usette à Númenor. C'est vrai. Et après en dessous, c'est fait ça. Quelqu'un qui répond: c'est fou, ça prend moins d'une minute de retourner dans l'épisode 1 pour checker ta réponse. Et non, c'est pas du tout la même armure. Si, c'est la même armure, seulement il n'y a juste pas le plastron. Et les épaulières, elle est partie avant. Sinon, c'est les mêmes. C'est complètement la même. Machin, monsieur a vu du gris sur les deux armures, donc c'est les mêmes consternants. Voilà. Oui, enfin, ça explique pas d'où elle sort cette armure. D'une forge, peut-être. Moi, au bout d'un moment, j'avais répondu quoi? Je sais même plus ce que j'avais répondu. Mais ouais, il y avait des gens qui râlaient, des gens qui font: ouais, encore des gens qui râlent, machin. C'est pas du détail, ce que tu demandes, c'est du baby-telling. Il y a énormément de réels détails cool si tu observes les arrêts sur image. Cap Popcorn les fait très bien ressortir. Tu fais mauvaise foi. Alors, Captain Popcorn, il faut dire une chose: Captain Popcorn, lui, il fait de la promo de dingue pour Amazon. Amazon l'avait même invité pour les premiers teasers, pour la première bande-annonce. Moi, Captain Popcorn, je me fierais pas à son avis, personnellement, parce que j'ai plus l'impression qu'il fait de la pub pour Amazon et qu'il est payé par eux. Pour moi, il est pas objectif, Captain Popcorn. Galadriel, quand elle va parler à Halbrand, elle le soupçonne de ses talents de forge. Ouais, non, mais il y a plein de trucs incohérents. Mais oui, l'armure de Galadriel qui sort littéralement de nulle part. Je suis désolé, on va me dire c'est un détail. Oui, c'est un détail, mais ça n'a pas de sens par rapport à la cohérence de l'univers. Par rapport à la cohérence de la série, ça n'a aucun putain de sens. Oui, il la sort d'une forge, oui, d'accord. Alors, je veux bien que Galadriel ait une mémoire de dingue, mais à moins qu'elle ait fait les plans elle-même et que les forgerons après aient passé des semaines. Parce que là, concrètement, on se fait pas une armure comme ça en un jour. Hein. Impossible. Sauf si tous les forgerons de l'île bossent en même temps, tu ne peux pas fabriquer une armure comme ça sur mesure, parce que je rappelle que les armures sont faites sur mesure normalement. Tu peux pas faire ça d'un seul coup. Captain Popcorn est une fraude qui se hype pour tout et n'importe quoi, toujours un avis biaisé de ouf. Bah au début je suivais ses avis pour vous dire, et au fur et à mesure je me suis rendu compte qu'en fait bah non. C'est une vidéo enregistrée. Non, je suis en direct sur Twitch, et après oui ça sera rediffusé sur la chaîne YouTube. Mais oui. Mais effectivement, l'armure qui sort de nulle part, mais c'est totalement la même. Les jambières sont les mêmes, les pieds c'est les mêmes, les mains c'est les mêmes, tout est pareil. Même la maille, c'est la même. Ils ont pas fait d'effort les showrunners, même pas ils ont fait l'effort de faire genre on nous fait une armure de style numénoréenne. Non, c'est littéralement une armure Noldor. C'est une armure elfique, c'est son armure qu'elle avait dans les premiers épisodes. Point barre. Voilà. Et le plan de fin qui finit sur un plan large, on voit les 3 bateaux qui partent avec une musique ultra épique pour une scène pas épique du tout. À la fin, je suis en train de hurler, mais vous êtes sérieux avec votre musique? Elle correspond pas du tout. C'est une musique beaucoup trop épique pour la scène. Et puis ouais, le Isildur qui arrive qui est sur le bateau. Tiens, ouais, je suis content, je suis sur le bateau. Bon, et bah t'as ton touchou. Mais Elendil qui est en mode non, tu vas travailler dans les étables du bateau. Bon, je trouve ça marrant. Même c'est une armure elfique. Qu'est-ce qu'un forgeron numéro 1 va se faire chier à forger ça? Oui, d'autant que dans la série, on te fait bien comprendre que les Núménoréens, ils veulent pas des elfes. Non. À moins que ce soit un ordre du coup de Tarmiriel, ils veulent pas des elfes.
Et il y en a certains qui ont fait, ouais, mais comme Númenor a été créé, a été en partie, il y a des trucs qui ont été mis par les elfes là-bas, et que les Númenoriens ont énormément appris des elfes, qu'est-ce qui nous fait pas dire qu'ils n'avaient pas une armure elfique, perdue quelque part dans les forges de Númenor? La même armure, la même, pour la personne avec la bonne taille. Non, encore une fois, les armures c'est fait sur mesure. Ce truc-là, c'est de la merde. Cette scène de fin où Galadriel arrive en mode, vas-y, j'ai la même armure. Mais non, 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 la cohérence, bordel, s'il vous plaît, la cohérence. Et puis là, dans l'épisode 6, à mon avis, les Númenoriens, ils vont arriver à une vitesse grand V. On a même pas de, de repères temporels. On se perd même dans les repères temporels dans la série. Dans l'épisode 3, on nous fait comprendre que Isildur, il a dans 9 jours, il doit faire une épreuve. Dans l'épisode 4, on a le Waldreg, machin, qui parle à Theo et qui fait hey, tu te rappelles de la météore, le météorite qui est tombé il y a quelques semaines? On en avait parlé la semaine dernière de ça. Mais dans l'analyse de l'épisode 4. Mais on sait même pas où on s'en sort au niveau temporalité. Et c'est assez bordélique. Ils sont à demi racistes, mais reproduisent leurs armures. Faut arrêter, c'est indéfendable. Oui, c'est ça. Númenor, les Númenoriens sont en mode ouais, non, on veut pas des elfes, machin. Mais ils reproduisent une armure. Ils auraient une armure à l'identique, exactement aux mesures de Galadriel dans Númenor. La cohérence, s'il vous plaît, la cohérence. Bonjour à tous, j'arrive au bon moment, Galadriel qui sort son armure de sa poche secrète. C'est ça. C'est complètement ça. Alors je veux bien que elle ait peut-être les plans en tête, parce que bon, c'est une armure qu'elle a portée pendant des siècles, donc oui, forcément, normalement, tu connais ton armure, tu sais comment elle est. L'armure, elle était dans son inventaire. C'est ça, c'est l'inventaire Skyrim. Elle a cliqué dans son inventaire, alors là, plouc, ça y est, j'ai mon armure. On dirait, effectivement, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais on dirait vraiment un truc de jeu vidéo. Ça n'a aucun putain de sens. Et Galadriel était chiante dans cet épisode. J'ai pas aimé. Les armures núménoriennes, il y a un truc intéressant, mais bon, tu vois un plastron, des épaulières, tout ça, truc qui décaille. Et le gambison bizarre. Enfin, non, ça ressemble à une plaque machin au-dessus, maintenant que je regarde le détail. Bon, les armures núménoriennes sont intéressantes au niveau des détails, parce que bon, les armures d'écailles, pour un peuple qui vit de la mer, c'est intéressant, ça fait référence aux poissons, tout ça. Moi, j'aime bien. Mais bon. À part faire la gueule depuis le début de la série. Oui, elle fait toujours la gueule, mais après on va nous dire oui, c'est parce qu'elle veut combattre Sauron, elle trouve que le mal est partout, machin, elle est triste. Ouais, on a deux moments, on a un moment niais où elle est sur le cheval dans l'épisode 3 avec Elendil. C'était niais cette scène-là. Et le moment où elle est heureuse de taper sur sur nos jeunes minots qui n'ont encore jamais fait la guerre. Alors que les Núménoriens quand même sont censés s'entraîner quand même tout le temps. Ils ont une armée de base. Enfin, je pense que j'ai fait tout le tour. Dites-moi dans le chat s'il n'y a pas un truc que j'ai pu oublier. Regarde le pli au niveau du coude. Oui, je vois, là, le pli au niveau du coude, là, il y a là, ça fait gambison ici, et ça fait comme mon gambison en dessous, là. Bah, attendez. Tac. Voilà. Attendez, je mets le plan large. Je sais pas si vous voyez. Mon gambison là, ça fait un gambison un peu... C'est un gambison en damier. Un peu en damier, donc c'est un peu en losange, tout ça. Donc là, c'est un peu le même style de gambison qu'ils auraient. Ma foi, c'est intéressant. Kate Blanchett nous manque. Nori qui lâche Gollum. J'ai pas fait gaffe à ça. La magnifique chanson de Poppy. Ouais, elle m'a pas marqué plus que ça, moi, la chanson de Poppy. Parce qu'en fait, enfin, je l'ai bien aimée, mais sans plus. Qui sont les prêtres qui vont sur le cratère de l'homme météore? Alors ça, de ce qu'on a compris tout ça depuis le début, à mon avis, ce sont des prêtresses du culte de Morgoth. Les prêtresses du culte de Morgoth. Alors, j'ai pas fini ça. Ah non. Ce sont des prêtresses du culte de Morgoth. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, elles ont le symbole de la constellation des Gémeaux. Donc on verra bien. Mais cet épisode-là, ouais, il est... Malheureux, c'est l'épisode qui m'a le plus énervé. Pour la première fois, sur les 5 épisodes qu'on a vus, c'est le premier épisode où j'aurai l'autant. Parce que cet épisode-là manque de cohérence. Il y a des tas d'incohérences dans cet épisode. Les personnages qui font oui et non, je change d'avis, je sais pas, oui merde. Ils savent pas où ils veulent aller. Pour beaucoup de personnages, qu'est-ce que tu fais? Oh, tu veux jouer avec ça? Tu veux jouer avec ça, hein? Oui, tiens. Oui, joue. Mais ouais, cet épisode m'a rendu fou. Alors, il y a toujours... Ouais, la série est belle. Ouais, les musiques sont belles. Oui. Il y a des idées intéressantes pour le lore de la série, comme l'histoire du Mithril. Dans le lore de la série, c'est cool. Mais le soi-disant destin des elfes, encore une fois, qui dépend du Mithril. Non, non, ça n'a aucun putain de sens. Ok et non.
Comme Richard Codure, c'est ça, on va les appeler Hoc et No. Oui et non, en occitanien. Mais bon, c'est une feinte, ouais, c'est une feinte, ouais, on nous prend surtout pour des... je pense surtout qu'ils prennent les gens pour des cons. Parce que le scénario est beaucoup trop simple. Pour moi, Sauron est déjà derrière tout ça. Oui, plus on avance, plus j'ai l'impression que Sauron est déjà derrière tout ce bordel. On en parlait au début de la vidéo, au début du live. À mon avis, il est peut-être déjà en Eregion en train de faire de la merde. Surtout que l'épisode précédent laissait entendre qu'ils étaient sur le point de partir de Númenor, mais non un épisode complet pour tourner dans la cité pour rien. Ouais, bah c'est un épisode préparatoire, encore une fois. Hadar et Waldreg qui lui demandent si c'est Sauron. Oui, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Bah concrètement, je crois que j'ai fait tout le tour. Je crois que j'ai fait tout le tour. De toute façon, après, si vous voulez mon avis avec les autres comme Elrohir, Vardamir, tout ça, n'oubliez pas, jeudi soir, à partir de 19h30, il y a le conseil interne du milieu sur la chaîne YouTube, la chaîne Twitch, pardon, de Elrohir et sur la mienne. Pour discuter de l'épisode 5, on sera encore plus détendu du coup, si on aura laissé beaucoup plus de temps et on aura vu d'autres analyses, on aura fait peut-être d'autres analyses de notre côté. Donc on sera beaucoup à parler de ça. Il y aura certainement Erendis qui sera présent aussi, de la chaîne Arda. De toute façon, leurs chaînes sont en description. Donc rendez-vous jeudi pour rendez-vous le jeudi, on est le 26 aujourd'hui, donc rendez-vous jeudi 29 septembre pour parler de l'épisode 5 sur le live, et pour en parler avec d'autres personnes, enfin avec d'autres influenceurs, enfin bref, avec Vardamir, avec Elrohir, tout ça comme je vous ai dit. N'hésitez pas à aller suivre leur chaîne. Encore une fois, si la vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé par rapport à tout ce que j'ai dit, vos avis, est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec certaines choses. Abonnez-vous bien entendu pour être au courant des prochaines sorties de vidéos, de mes prochaines analyses et de tous les shorts que je sors aussi, parce que oui, maintenant je mets un short par jour. J'essaie de mettre un short par jour, donc c'est surtout des rediffs TikTok, mais bon, j'essaie de les mettre dessus. Et bien sûr, bah, lâchez un pouce bleu, tout ça pour le référencement, et puis à venir me suivre sur Twitch, bien entendu. Venez rejoindre le serveur Discord, enfin bref, tous les liens sont dans la description. Et si vous souhaitez me soutenir, encore une fois, vous pouvez aussi me soutenir sur Utip. D'ailleurs, merci à tous les Utipeurs qui continuent de me soutenir, ça fait vachement plaisir. Et grâce à vous, on commence à avoir un petit pécule pour pouvoir commencer à améliorer un peu la chaîne. Donc merci à vous tous, et puis je vous souhaite une bonne fin de journée, ou de soirée pour ceux qui voient ça, enfin bref, des bisous à tous. Salut tout le monde.